Parfait. Bonjour François de Rugy. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pourriez vous introduire en quelques mots? Bon, je peux peut-être me présenter. Je suis député depuis 2007, réélu en 2012 et 2017. Et avant d'être député, j'étais adjoint au maire de Nantes, en charge des transports et déplacements politiques, dont je me suis occupé donc, pendant 7 ans, entre 2001 et 2008, à la communauté urbaine de Nantes. Encore auparavant, à une autre période, j'ai été collaborateur parlementaire de 1997 à 2002 et encore auparavant, j'étais étudiant. Vous avez publié récemment un livre, Du pouvoir des homards, mais surtout de l'écologie aux éditions Plomb. C'est un livre qui retrace tout votre parcours et tout votre engagement au niveau de l'écologie. Est-ce que ça a été compliqué d'écrire ce livre, surtout avec ce qui s'est passé ? Ce n'est jamais simple d'écrire un livre parce que c'est du travail, parce que finalement on veut en écrire plus. On aurait envie de donner d'autres éléments sur son parcours, sur l'action que j'ai menée quand j'étais ministre notamment. Et il faut faire des choix parce que je ne voulais pas que ce livre, ce n'est pas une autobiographie, c'est pas un livre de mémoire. Je suis peut-être encore un peu jeune pour écrire mes mémoires. Donc j'ai voulu que ça balaye, y compris mon parcours depuis presque mon enfance, mon engagement pour l'écologie qui remonte à loin. Mon parcours d'élu local, mon parcours d'élu national, jusqu'à cette responsabilité de ministre. Quelques éléments, mais ça n'est traité qu'en quelques pages sur les accusations dont j'ai été l'objet et qui m'ont abattu en plein vol, si je puis dire, quand j'étais ministre. Puis plusieurs chapitres sur ma vision de l'écologie. Donc le fil rouge, ou plutôt peut-être le fil vert de ce livre, c'est l'écologie, mais avec différents aspects qui tiennent à mon parcours, à mon action et à ma vision. Si vous deviez définir l'écologie en 3 mots, ce seraient lesquels? Bon, ça c'est toujours un exercice difficile. Moi je pense que l'écologie, à l'origine c'était une science. Donc on devrait peut-être d'abord retenir ce mot, science. Bien sûr, c'est devenu un projet politique, un mouvement politique, mais il ne faut jamais perdre de vue la connexion qui devrait être permanente entre l'écologie dans sa vision politique et la science. Donc première chose, la science. Deuxième chose, peut-être l'être humain et son environnement. C'est toujours l'interaction entre les deux. Et parfois, on veut opposer l'humain et le naturel, et c'est une erreur. Et puis, par ailleurs, oui, aujourd'hui, on peut aussi dire que c'est un enjeu politique. Et donc, oui, on peut associer aussi le mot écologie au mot politique. Greta Thunberg a déclaré il y a quelques années « Je ne veux pas de votre espérance, je veux de votre peur ». Est-ce que Greta Thunberg, pour vous, c'est une bonne chose d'avoir une figure, une égérie de l'écologie, ou au contraire, ce catastrophisme, cette imploration de la peur pour appeler à l'action, est-ce que c'est pas plutôt contre-productif ? Au tout départ, Greta Thunberg, elle a commencé à être connue parce qu'elle a interpellé des chefs d'État et de gouvernement, des diplomates du monde entier lors d'une conférence mondiale, la COP comme on dit, sur le climat à Cracovie en 2019. Mais c'est devenu un peu une égérie aujourd'hui pour des gens qui finalement poussent une certaine vision de l'écologie qui est de fait l'écologie de la décroissance, en tout cas de l'idée que tous les problèmes viendraient de l'être humain, que la seule solution c'est de réduire l'activité humaine sur la Terre pour régler les problèmes de la nature. Or moi je crois au contraire que c'est l'être humain qui trouvera les solutions. C'est l'être humain par son intelligence, sa compréhension du monde, donc la compréhension scientifique des problèmes écologiques. Il faut d'abord établir la nature des problèmes, précisément, et ensuite les solutions, qui viennent aussi de la science, par la recherche, par l'innovation technologique, et ensuite cela produit du développement économique, car c'est bien parce qu'il y a du développement économique, d'abord que l'on peut faire vivre tout le monde avec un niveau de vie décent, mais en plus financer des investissements pour la transformation écologique. Donc pour moi, tout se tient. Or là, il y a un discours qui est à certains égards presque un peu anti-humaniste, ce qui me paraît dangereux. Et au-delà de ça, je crois que le problème aujourd'hui, c'est plus la prise de conscience. La prise de conscience des citoyens en France, sans doute dans le monde entier, la prise de conscience même des dirigeants, elle est là. Le problème, c'est comment on passe du discours à l'action. Et ça, c'est compliqué de le traduire en politique publique, ouais, c'est ça. Une chose que vous avez appris dans votre engagement politique, dans vos différents mandats, dans votre fonction de ministre, de la politique ou par la politique, qu'est-ce que vous pourriez en retenir ?
Alors quand on fait de la politique, on apprend beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'invite aussi celles et ceux qui ont envie de s'engager à penser à cela. Parce que finalement, on fait beaucoup de rencontres. Si on ouvre grand ses yeux et ses oreilles, et je pense qu'il vaut mieux être curieux, il vaut mieux être tout le temps à rechercher à la fois ce que peuvent dire les gens, et quand on dit les gens, c'est les citoyens, comme des scientifiques, comme des acteurs économiques, ce que disent les gens sur l'écologie, par exemple, ça peut être dans d'autres domaines. Ça, quand on fait de la politique, forcément, on le fait, ce travail d'écoute. Et puis la curiosité aussi sur ce que peuvent dire et produire même des scientifiques, des gens qui vont faire des études plus poussées. Et puis aussi une connaissance du monde qui peut chaque jour s'élargir, et notamment par l'ouverture internationale. Je crois qu'aujourd'hui, par exemple, beaucoup de jeunes Français, les étudiants passent une année d'études à l'étranger ou passent quelques mois. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, quand moi j'étais étudiant il y a 30 ans, c'était beaucoup plus rare. Eh bien, c'est une formidable ouverture qui permet d'apprendre beaucoup de choses. Et en politique, il faut continuer à faire ça. Et je crois beaucoup, moi, à l'ouverture internationale de la politique. Que dire aux jeunes qui sont aujourd'hui alarmés par la crise climatique, le défi climatique, cet enjeu-là? Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour soit les rassurer ou les appeler vraiment à se mobiliser? J'ai envie de leur dire une chose simple, c'est que, à la fois simple et très compliquée, mais c'est le défi d'une génération. La question de la crise climatique, elle est là. C'est pas quelque chose qui va arriver dans 10 ans, dans 20 ans, c'est déjà là. Donc on a besoin d'agir sur les causes du réchauffement climatique. Et là, il y a tout un tas d'actions à mener, mais c'est de l'action, c'est pas de la proclamation, c'est plus de l'interpellation. C'est on se met en mouvement pour agir, et chacun peut le faire à sa façon. On peut le faire en s'engageant en politique, en s'engageant dans une association, mais on peut le faire dans son entreprise, on peut le faire même en créant une entreprise, ou en créant des activités, mais pour agir. Et puis, c'est aussi le défi d'une génération pour l'adaptation au réchauffement climatique. Parce que de toute façon, ça aura un certain nombre d'effets. Ça, on le sait déjà. C'est déjà là, et ça ne va pas, même si on arrivait à réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre en quelques années, il y aurait encore des effets bien après. Et ça, c'est sans doute ce que peut faire la génération actuelle, comme aucune autre génération n'a pu le faire. Finalement, les générations précédentes, elles ont été mises au défi de la guerre, notamment, souvent. Mais un citoyen ne pouvait pas, en général, faire grand-chose par rapport à cela. Il suivait son gouvernement ou il s'y opposait, mais il ne pouvait pas se mettre en mouvement par lui-même. Et heureusement, on ne fait pas la guerre tout seul. Quand il y avait le totalitarisme, quand il y avait le bloc soviétique qui imposait à toute une région d'Europe et du monde un régime totalitaire, puis qui essayait d'ailleurs, y compris de le faire, d'agrandir son influence, c'est pareil, on pouvait agir dans son pays pour éviter que ça se passe, mais on ne pouvait pas agir pour la situation des gens qui le subissaient. Alors que là, sur le climat, certes, c'est un sujet mondial, on peut avoir l'impression que ça nous écrase tellement le sujet est d'ampleur, mais en même temps, on peut relever ce défi, et d'ailleurs on doit le faire, par l'action bien sûr des États, bien sûr des collectivités publiques, des entreprises, mais aussi de tout un chacun. Si vous êtes dans vos études, si vous êtes au lycée, si vous êtes déjà dans une entreprise salariée ou en recherche d'emploi, n'hésitez pas à passer un petit peu de votre temps pour vous engager. Et vous verrez que non seulement vous aurez l'impression d'être peut-être plus utile, de porter aussi un projet qui vous dépasse, mais en plus vous ferez plein de rencontres formidables. Et ça, je pense que quand on est jeune, c'est aussi quelque chose qu'on recherche, de tisser des liens, de nouer des contacts avec d'autres. On le fait déjà, souvent pour ses études ou pour ses loisirs ou pour son travail, mais on peut aussi le faire pour une cause collective. François de Rugy, du pouvoir, des homards, mais surtout de l'écologie, c'est aux éditions